Parfait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième journée d'événements du Dialogue pour la biodiversité. On est très joyeux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. Que vous soyez à Cali ou à Jojage, je vous invite à consulter cette carte que je vais mettre dans le clavardage pour en apprendre plus sur là où les nations gardiennes du territoire et des eaux où vous vous trouvez. Avant de débuter ce débriefage, nous souhaitons remercier nos partenaires et commanditaires des Dialogues pour la biodiversité qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les Dialogues pour la biodiversité, ce sont 4 jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, tenues par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, autrement connue sous le nom de CDP16 ou COP16 en anglais. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs au CDP, particulièrement la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des dialogues pour la biodiversité et pour vous y inscrire, visitez notre site web, que je mettrai dans le clavardage. La programmation est gratuite et accessible à tous et à toutes. Vous pouvez vous inscrire via donc le site web. Puis, pour cet événement, juste pour information, là, cet événement, il est enregistré, juste pour que les personnes qui ne puissent pas être présentes en ce moment puissent le regarder là, ensuite par rattrapage sur YouTube. On vous invite aussi, là, comme c'est un débriefage assez informel, un peu une conversation, on vous invite à mettre vos questions dans le chat. Puis là, Florent et Diego vont pouvoir y répondre lorsqu'ils vont se sentir prêts à répondre. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux collègues en direct de Cali ou qui viennent juste de revenir. Donc, on a Florian Roule, vice-président Finances durables chez Finance Montréal, ainsi que Diego Kramer, directeur Finances et biodiversité à la Société pour la nature et les parcs, soit SNAP Québec. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse donc la parole là, pour nous parler de votre expérience à la CDP et de la place de la finance là, dans cette COP de mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Agathe. Euh, Très content d'être avec vous. Je viens de rentrer de la COP, je suis arrivé hier soir. J'ai manqué la journée spécifique finance et biodiversité, de laquelle Florian pourra nous parler tantôt. Mais ce dont j'ai été témoin, c'est la première semaine de négociation et aussi c'est ce qui a été mis de l'avant par la société civile québécoise et le secteur de la finance québécoise, les ONG québécoises euh, depuis le début de la COP. Et, je vais un peu. Ah, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, par exemple. Merci, Greffel. Et je vais un peu en ordre chronologique, disons, de mon point de vue, un des hauts et assez tôt dans dans la COP, ça a été la présentation de l'appel de Montréal et l'invitation à poursuivre les dialogues sur les causes sous-jacentes à l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est arrivé jeudi avec des présences de haut niveau. Les représentants du gouvernement du Québec qui étaient sur place étaient tous là. La ministre de l'Environnement de la Colombie aussi. La secrétaire de la Convention pour la CBD aussi. Et c'était ensemble, évidemment, dans un auditorium relativement grand. C'est ce qui est intéressant de l'appel de Montréal. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un appel qui a été lancé à la COP 15 à Montréal, à la suite de une semaine de présentation des sociologues, économistes, philosophes sur différentes approches à l'effondrement de la biodiversité qui osaient nommer les causes sous-jacentes, soit des questions de surconsommation, population, le fait d'opérer toujours en dehors des limites planétaires, etc. Et c'est une conversation qui, essentiellement ou normalement, appartient à la zone verte, à la société civile, ou même plus loin que la zone verte. Euh, dans les dernières 20 ans, c'est une conversation qui a eu euh, qui a dû faire beaucoup d'efforts pour se frayer un chemin vers la normalisation de ce type de discours-là, puis la discussion ouverte de ce type d'idées. Donc, elle est passée d'être très marginale à être centrale. Euh, et cette fois-ci, à mon avis, le fait d'avoir pu discuter à ce niveau-là ensemble, c'est la preuve que les discours sur la, la surconsommation, les limites planétaires, les limites du système économique, c'est en train de se normaliser. Et l'appel de Montréal appelle justement à cette normalisation. C'est un appel à poursuivre les dialogues sur les constructions dans les COP subséquentes. Euh, ça pour ça, je pense que c'est quand même un beau point que la société civile québécoise a marqué.
avec l'engagement de la ville de Cali et peut-être de la Colombie à venir, à signer l'appel de Montréal et en discussion maintenant avec la ville de Paris. Donc, ça fait son chemin. Évidemment, c'est ardu, ça va d'une COP à l'autre. Il faut faire vivre cet appel-là d'une COP à l'autre, sinon ça devient un peu anachronique. Mais c'était un moment intéressant. Puis des gens du secteur de la finance étaient présents lors de l'appel de Montréal. Ce qui est aussi intéressant de voir que des grands gestionnaires de fonds de pension s'intéressent à des questions de limites planétaires, stagnation de croissance, etc. Euh, ensuite, ben, on a présenté les projets d'indicateurs d'impact sur la biodiversité locale pour les investisseurs du Québec, pour ceux qui sont moins familiarisés avec ces projets-là. On l'avait initié en 2022, euh, avant la COP 15 à Montréal, avec une grande consultation qui avait eu lieu à la Biosphère de Montréal. On avait réuni 22 investisseurs québécois, donc des investisseurs institutionnels. On avait fait des groupes de discussion à l'époque pour mesurer la connaissance de la biodiversité au niveau des équipes ESG et des équipes d'investissement. Et à ce moment-là, ben, d'abord, Fonds d'Action avait levé la main pour travailler avec nous. Et ensuite, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et on a formé une équipe de recherche avec le département d'écologie intégrative et l'équipe de biodiversité Québec qui gère des grandes masses de données sur le suivi de la biodiversité au Québec. Le projet a fait son chemin. C'est un projet essentiellement scientifique, mathématique. Euh, on a fait une présentation à huis clos, juste pour le secteur financier, le 13 septembre dernier, à Fonds d'Action. Et la COP était l'opportunité d'annoncer ça publiquement. Je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles ou entendu la radio, mais on en a parlé un peu. C'est ce qui est intéressant dans ces indicateurs-là, c'est qu'on essaye de capturer des dimensions qui sont très locales. Si vous voyez euh, la plupart des cadres de divulgation, mais en premier lieu, celui qui est proposé par la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, on parle du besoin de mesurer l'impact localement, mais il n'y a pas des métriques qui est indiqué, qui est spécifié. Et la plupart des systèmes d'évaluation sont surtout au niveau des portefeuilles, puis ce sont des évaluations de type global qui se basent sur des données globales comme l'abondance moyenne d'espèces ou la liste rouge de l'UICN. Ben, nos indicateurs, si vous savez le temps de les lire, je les ai mis dans les notes, je pense qu'ils sont à disposition de tout le monde avec les liens. On essaie de capturer des dimensions très, très locales avec des données qui sont spécifiques au territoire du Québec, incluant la conservation menée par des communautés et des groupes autochtones au Québec. Donc, on essaye de capturer des dimensions ultra-locales. Puis la COP16, c'était une belle opportunité de mettre ça de l'avance, même si c'est, somme toute, dans le contexte international, c'est un petit projet. Puis il y a des projets équivalents dans d'autres pays, il y a des efforts comparables dans d'autres pays avec lesquels on veut se comparer. Euh, Évidemment, on cherche quelque chose qui est intelligible et un peu partout, et des métriques qui sont reconnues un peu partout. Mais c'est ce qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'on se base sur le principe sciences publiques, méthodologie et données ouvertes. On est financé par l'État et par des fonds philanthropiques. Donc, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient mises de l'avant à la COP par plusieurs acteurs. Il y a beaucoup de firmes de consultation et des groupes de recherche qui développent des métriques, mais c'est souvent des produits qui sont brevetés, qui sont verrouillés et qui sont payants. Euh, ça n'a dit rien sur la qualité, il peut être des produits excellents, mais ça causait beaucoup de curiosité le fait que le Québec mette de l'avant un produit qui était basé sur des données ouvertes et avec une méthodologie ouverte. Donc voilà, ça fait son chemin. Pour ceux qui suivent les projets, on commence maintenant la phase 2 avec du testing à plus grande échelle, avec des projets plus complexes, un contexte nordique un peu, et de perturbations linéaires, etc. Donc voilà, je pense que c'était un moment intéressant pour la société civile québécoise. Je n'ai pas vu de représentant du fédéral assister à ces présentations-là, à celle des causes sous-jacentes, si. Et ensuite, ben, dimanche, c'était la journée business en biodiversité, que ce n'est pas la même chose que finance en biodiversité. Mais la TNFD, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, qui doit produire un cadre de référence pour encadrer, c'est un peu redondant, mais c'est ça, encadrer les efforts de divulgation, les normaliser d'une certaine manière, a été hyper active à la COP. Ils sont sortis un document après l'autre entre vendredi et dimanche. Euh,
c'est lui que j'ai lu plus en détail, puis j'étais au lancement, c'était dimanche soir. Ils ont fait un événement conjointement avec WWF et SBTN, Science Based Target Network. Et ils ont présenté en première des suggestions pour comment mesurer des plans de transition vers la nature positivité à l'horizon 2030-2050. Et c'est un effort intéressant parce que tout le monde écoute la TNFD, puis c'est difficile de ne pas écouter la TNFD, étant donné qu'ils sont comme au sommet d'un parapluie des efforts de réglementation. Euh, donc, c'était intéressant. Je sais que ça a été reçu avec un certain scepticisme de part des organisations autochtones et des organisations environnementales. Euh, mais ce n'est pas sans impact, les travaux qui sont présentés. C'était très honnête de la part de dire, écoutez, on fait un effort énorme, ils sont rendus à 500 euh, adopters, comme des signataires, des gens qui se sont engagés à utiliser les cadres de divulgation de la TNFD. Mais Tony Goldner, c'est le directeur, on va dire, de la TNFD, qui a été très honnête quand il a dit, écoutez, on a peut-être réussi à faire en sorte qu'un dollar sur 50 soit dépensé sans avoir un impact négatif sur la nature. Cela veut dire qu'il y a encore 49 dollars sur 50 qui sont investis de façon qui a un impact très négatif sur la nature. Et ça se voit dans tous les chiffres que vous pouvez consulter sur des questions de financement. Vous savez, c'est les nerfs de la guerre dans cette COP, c'est le financement. Mais pas seulement, on peine à trouver les structures de gouvernance pour les fonds. Il y a une proposition du Brésil qui est différente, que le Canada n'a pas endossé. En fait, là, il s'est opposé de créer un fonds à part qui donne plus de contrôle aux pays en voie de développement sur l'accès aux fonds. Et, mais peu importe la structure de gouvernance, les fonds ne sont là sur la table pour l'instant. Mais on est loin de la cible, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, ça c'est intéressant parce qu'en même temps, ça met en évidence les poids des subventions qui sont endommageables pour la nature. Que ça, oui, l'argent est au rendez-vous, puis c'est des montants énormes. Puis quand on compare ce qui est mis à disposition de la protection, conservation, transformation de l'économie versus ce qui continue par inertie à être dépensé dans des subventions qui sont endommageables pour la nature, ça tient pas la route. Je m'arrêterai là. Je pense que c'est un peu un résumé des derniers 4 jours. Merci beaucoup, Diego. Je vais prendre la suite. Merci, Agathe, et puis au Dialogue pour la biodiversité également pour l'invitation, de façon à pouvoir faire un peu un débriefage de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, puis de ce qu'on attend aussi pour le reste des négociations, parce que je préciserai que c'est pas encore terminé. Aujourd'hui, c'est le high level segment qui débute. On attend, je pense, il y a à peu près 6 chefs d'État, de gouvernement qui font le déplacement. Il y a une centaine de ministres finances, environnement, etc., qui se réunissent aussi à Cali là, pour mettre un tour de clé supplémentaire dans la mise en œuvre du cadre mondial. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, c'est que cette COP-là, alors bien entendu, de la présidence colombienne de la COP, c'est d'en faire une COP du peuple, de rendez-vous de la société civile, des organisations non gouvernementales, des communautés locales, des peuples autochtones, etc. Puis de ce point de vue-là, il me semble que c'est bien réussi. La zone verte est un un forum, une agora où justement beaucoup de ces parties prenantes-là se réunissent, amènent des discussions, des événements, etc. Puis, comme Diego le mentionnait, ils ont, à travers l'appel de Montréal, ramener ces discussions-là au cœur de la zone bleue. Puis je pense que c'est quelque chose qui est bienvenu. Mais au-delà de cette COP du peuple que la présidente a appelée, c'est aussi une COP qui se veut de mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité. Et de ce point de vue-là, la question du financement revient dans énormément de conversations. Puis on espère qu'avec le High Level Segment qui commence, il va y avoir davantage d'engagements qui vont être pris par les États. On le sait qu'il y a des discussions qui sont très difficiles à avoir. Puis, ce que tu mentionnais, Diego, au niveau de la gouvernance du Fonds pour la biodiversité, où le Sud global appelle à avoir un meilleur contrôle là-dessus ou être partie prenante dans les décisions qui sont prises en termes de financement, d'investissement, etc. Il y a une opposition des pays du Nord, des pays euh, parmi les plus avancés ou les plus développés, entre guillemets. Et
ça fait partie des points d'achoppement, comme également la mobilisation des capitaux euh, pour alimenter le fonds pour le cadre mondial sur la biodiversité. 2025, c'est à notre porte, c'est demain matin, puis normalement, c'est 20 milliards de dollars qui doivent être mobilisés, puis c'est une goutte d'eau. Je pense que c'est quelque chose comme autour de 200 millions aujourd'hui là, qui ont été sécurisés là-dedans, donc on est très, 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 très loin d'avoir la coupe aux lèvres et de répondre aux engagements qui sont les nôtres, non seulement d'ici 2030, mais d'ici 2050. D'ici 2030, on parle de mobiliser jusqu'à 200 milliards de dollars. Bon an, mal an, on est arrivé à peu près à 25 milliards aujourd'hui sur ces 200 milliards-là. Et ensuite, d'ici 2050, on parle de 700 milliards. Donc, il y a encore énormément de participation du privé qui doivent arriver là-dessus, et cela fait partie de beaucoup de discussions. Dans l'alimentation du Fonds mondial, moi, de ce que je retiens de certaines des discussions, c'est qu'actuellement, comme Diego, tu disais, il y a beaucoup de choses qui proviennent du public, de la puissance des autorités, des gouvernements. La question des subventions qui impactent, qui nuisent la biodiversité est un des points clés des discussions et de la mise en œuvre du cadre mondial. Mais on considère qu'à peu près 10 à 15% là aujourd'hui du total des financements qui sont requis, qui proviennent de la puissance publique. Donc ça donne une idée de ce qui doit arriver du côté du privé pour pouvoir combler ce gap en termes de financement. Et dans toutes les discussions, et notamment hier dans la question de la journée finance ou d'autres side events ou événements parallèles, les crédits ou les certificats de biodiversité reviennent énormément dans toutes ces conversations-là, comme étant peut-être des mécanismes, des outils de financement qui permettraient de venir combler une partie de ce gap-là, avec bien entendu beaucoup de prudence dans le déploiement de tels instruments. Et je pense que la société civile, les organisations les communautés locales ou les peuples indigènes, autochtones, doivent être entendus là-dedans. Il faut pouvoir intégrer ces perspectives-là parce qu'il y a, et à juste titre, il y a beaucoup de préoccupations dans le cadre de déploiement de tels outils. On entend, est-ce qu'il faut financiariser la nature? Est-ce que c'est vers là où on doit aller, sachant certains écueils qu'il y a eu sur les crédits carbone, par exemple? On voit que des fois, euh, l'impact positif n'est pas au rendez-vous. Et c'est la même logique ou la même philosophie qui est actuellement en débat autour des certificats ou des crédits biodiversité. Donc la question de l'intégrité, de la transparence, de s'asseoir, de fonder sur la science, l'intégration des perspectives des communautés scientifiques, de la recherche aussi est extrêmement importante pour garantir la probité de tels instruments et certainement avec tous les garde-fous qu'il faut pour s'assurer que si on va vers le développement de tels outils, derrière, ça soit assuré qu'il y ait des gains nets positifs pour la nature ou la biodiversité. Euh, et avant tout, là, il ne faut pas oublier l'objectif qui est celui du cadre mondial, c'est vraiment d'arrêter la perte de biodiversité, de restaurer les écosystèmes naturels et de s'attaquer aux causes sous-jacentes, comme Diego le mentionnait avec l'appel de Montréal. Ça, c'est l'objectif qui est enchâssé dans le cadre mondial. Et donc, les instruments, les mécanismes financiers, autant d'innovations qu'on est capable de faire dans l'industrie financière, ne doivent à aucun moment oublier cet objectif-là. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, je pense que dans le cadre de la mise en œuvre du GBF, c'est vraiment de mettre en place toutes les balises qu'il faut pour encadrer comme il se doit de tels instruments s'ils sont appelés à être développés. Et donc, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Et hier, dans la journée finance, il y a eu de telles discussions et dans beaucoup d'événements parallèles également. L'autre point euh, que je retiens des discussions qui ont eu lieu hier, c'est celui aussi de la dette des pays les moins développés du Sud global en disant qu'il faut cesser. Il y a une sorte de néocolonisation qui se fait de cette façon-là à travers des financements pour la nature, pour la biodiversité ou le climat, etc. Mais c'est des prêts, ça vient asservir dans une certaine mesure aussi encore les pays du Sud, les nations, etc. Il faut que ça cesse. Et donc,
la question de pouvoir avoir des garanties d'État, des subventions qui ne sont pas des prêts, même de la part de joueurs financiers, de banques multilatérales, etc. Ça revient aussi beaucoup dans les conversations. Diego, je ne sais pas si toi, tu as eu ces échos-là aussi dans certaines des rencontres où tu as eu l'occasion de participer, mais je l'ai beaucoup entendu hier dans la journée finance. Ben oui, j'ai eu exactement cet écho-là de la part des organisations autochtones de l'Amazonie et des représentants de l'Afrique. C'est le risque d'endettement. En fait, au lieu Mm. de financer les efforts de conservation, on viendrait réendetter des pays qui portent déjà des dettes extérieures assez lourdes pour la plupart. Et quant au crédit de biodiversité, ben, tout ce que j'ai lu de la part des réactions plus officielles qu'il y a eu des groupes ben, scientifiques, autochtones, société civile, euh, c'est beaucoup de méfiance quand ce n'est pas directement de l'opposition, euh, en argumentant ben, que la logique du marché du carbone n'est pas transposable à la biodiversité, à la question de qu'il faut que la compensation soit faite sur place, pour ceux qui ouvrent une petite porte là, au principe euh, de la compensation. Il y avait une représentante du gouvernement français ce matin dans un reportage d'Étienne Leblanc à la radio qui disait non, 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 absolument pas, on ne va pas sur un marché international sur ça. Il faut développer des marchés ultra locaux de compensation. Mais c'est notre position. OK, c'est déjà un peu mieux. Mhm. Mais il y avait des scientifiques qui disaient, ben non, du moment où vous détruisez puis vous compensez quelque chose, vous venez de perdre l'état original de quelque chose avec une promesse qui peut-être ne va pas se réaliser. Donc, il y avait des gens qui disaient, ben, on risque de tomber la logique de on va sauver un pour détruire un. Donc, il y a beaucoup de méfiance du côté des scientifiques et des organisations autochtones. Mhm. Mhm. Pour faire du pouce sur l'intervention de Diego, je pense que cette COP-là appelle aussi à une collaboration beaucoup plus étroite et renforcée entre toutes les parties prenantes. Ça inclut les gouvernements, mais ça inclut la société civile, ça inclut les organisations de conservation, ça inclut la communauté scientifique, ça inclut les communautés autochtones, les communautés locales, les organisations privées, les entreprises, les institutions financières pour pouvoir apprendre certainement aussi des différents enseignements que ces groupes-là ont au niveau de la question de la biodiversité, de la nature, puis encore une fois de mettre les balises ou les garde-fous qu'il faut pour s'assurer de ne pas avoir de dérive au niveau des financements. Ça peut partir d'une très bonne intentionnalité, mais ça peut se transformer derrière en des impacts négatifs. Puis ça, il faut qu'on soit très, très vigilant là-dessus. Et je fais confiance à la société civile, aux organisations gouvernementales, etc., pour avoir ce devoir de vigilance et de le rappeler aussi au gouvernement, au secteur privé, etc. Donc ça, c'est dans la mise en œuvre, toute la gouvernance du cadre mondial, de la façon de mettre sur pied des mécanismes de consultation, de rétroaction sur ce qui est développé, à la fois dans toutes les cibles, dans tous les objectifs du cadre mondial, etc. Ça va être extrêmement important de ce point de vue-là. Ça, c'est un élément qui, pour moi, est aussi d'enseignement là, dans cette époque-là. Pour revenir également sur la journée d'hier, nous-mêmes au niveau de notre petite place financière québécoise dans la grande finance internationale, ben, on a voulu aussi réitérer la nécessité d'affronter les questions de biodiversité, les causes sous-jacentes, puis euh, de commencer à se fixer des cibles de ce point de vue-là, d'intégrer non seulement les risques, les opportunités, mais les impacts et les dépendances des activités économiques et donc des investissements au niveau de la biodiversité, de travailler collégialement avec l'écosystème dans son sens très large avec un E majuscule là, et puis ça inclut toutes les parties prenantes de l'écosystème de ce point de vue-là, de façon à mettre sur pied des projets ou des collaborations innovantes en la matière. Puis les indicateurs de biodiversité pour investisseurs du Québec sont un excellent exemple de collaboration qu'on peut avoir au Québec pour amener un sujet qui reste encore très émergent, très embryonnaire. On ne peut pas se cacher du côté du secteur financier. Euh, on a du mal à l'appréhender encore en termes de prise de décision. Puis cette initiative qui est pilotée par la SNAP avec certains joueurs est une aide à la décision.
Ce n'est pas un facteur décisionnel en soi, mais au moins ça permet d'avoir une boussole sur laquelle on peut s'appuyer pour voir la direction des investissements, euh, vers où ça va, puis d'avoir une première, un premier degré en termes d'impact potentiel comme négatif au niveau de la biodiversité et de la nature. Donc, on a besoin de tels outils, on a besoin de collaboration pour développer de tels outils. Et donc, c'est un peu l'objet de la lettre ouverte qu'on a publiée hier avec une vingtaine d'organisations. Vous mettra le lien dans le chat, vous verrez, il n'y a pas que des institutions financières, on a aussi justement la communauté académique qui est là, la société civile, etc. Puis c'est un appel à rejoindre aussi et qui va perdurer dans le temps. Donc, on joue un peu notre rôle aussi à notre échelle, celle du Québec, de Montréal, de dire le cadre mondial a été signé dans notre province il y a 2 ans. Puis, on hérite aussi d'une responsabilité, je pense, à ce moment-là, de s'assurer que ça soit mis en œuvre. Et à notre échelle locale, on peut aussi avoir de l'impact. Donc, c'est cette volonté d'être dans l'action qu'on a voulu retranscrire à travers cette lettre ouverte-là et qui s'inscrit non seulement dans la mise en œuvre du cadre mondial, mais aussi sur des initiatives plus locales. On peut penser au plan nature du gouvernement du Québec qui a été annoncé il y a quelques jours, semaines de cela. Je perds la notion du temps avec tous les événements qui se sont multipliés, mais en 2022, le gouvernement avait annoncé lors de la COP15 son intention de mettre sur pied un plan nature. Et donc là, en 2024, à la veille de la COP16, une annonce a été faite de ce côté-là. C'est quand même pas anodin, puis ça, c'était un élément qui, moi, m'a interpellé aussi. Il y a 196 parties qui ont signé le cadre mondial pour la biodiversité. Donc là, aujourd'hui, chacune de ces parties-là doit rendre ce qu'on appelle les NBSAP, là, qui sont les stratégies, les plans d'action nationaux pour atteindre les objectifs qui sont contenus dans le cadre mondial. C'est une trentaine, puis excusez-moi, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais je pense que c'est à peu près une trentaine de parties qui ont déposé effectivement leur stratégie, leurs plans nationaux. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin d'atteindre 100% des parties signataires du cadre mondial qui ont déposé leur stratégie nationale. Le Canada fait partie de ces parties-là. Et le Québec, en tant que gouvernement subnational, infranational, a fait le choix aussi de mettre sur pied un plan d'action en matière de biodiversité, de nature, même s'il n'était pas tenu de le faire. Puis ça, je pense qu'on peut le saluer de ce point de vue-là, tout comme le gouvernement a décidé, même si c'est un montant qui est peut-être plus symbolique qu'autre chose, mais a décidé aussi de contribuer financièrement au Fonds mondial pour la biodiversité en tant qu'État subnational, infranational. Donc il y a un leadership où il y a une certaine diplomatie environnementale qui a eu lieu dans cette COP16 par l'entremise et je tiens à les saluer. Là, Jean Lemire, qui est le l'envoyé pour le changement climatique, les affaires nordiques et arctiques du gouvernement du Québec, et Jacob Martin-Malus, qui est le sous-ministre adjoint à la biodiversité, à la faune et au parc, qui font un travail vraiment de terrain pour s'assurer que le Québec soit présent, soit entendu, participe aux négociations. Et de ce point de vue-là, il y a un travail exemplaire qui est fait de leur côté. Ça, je tiens quand même à le souligner aussi là. Il y a, oui, des délégations telles que celles qu'on a mis sur pied, Finance Montréal ou d'autres organisations du Québec qui étaient présentes, mais le gouvernement n'était pas absent pour autant aussi. Donc, très rapidement, c'est un peu les éléments que je peux partager. J'en oublie certainement aussi, là, mais ça me fera plaisir de répondre aux questions. Ou Diego, n'hésite pas à compléter là, si tu vois des éléments que je n'ai pas couverts et qui te semblent importants. Ben, oui, juste deux petites mises en perspective, puis on va laisser le temps pour les questions. Les montants qui sont avancés dans le plan nature de 900 millions de dollars, c'est considérable. Si on regarde l'état de la cagnotte mondiale, c'est ce qui est réclamé. Les montants que le Québec a mis de l'avant, il est vraiment, vraiment important. Donc, ça, pour ça, on peut se féliciter. Les plans nature, il n'y avait pas obligation de publier un plan nature de cette façon-là, puis de les soumettre disons, aux yeux de la COP, mais ça a été fait, puis les financements, toute proportion gardée, et il est très généreux. Donc ça, pour ça, c'est vraiment bien. Autre chose, côté normalisation, ben, je travaille aussi avec le Bureau de la normalisation du Québec dans le développement de la norme ISO biodiversité. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de la part du gouvernement du Québec dans la publication des premiers aspects de la norme. La première norme, c'est biodiversité dans les organisations.
Donc, comment incorporer la vision de biodiversité au niveau des conseils d'administration, conseils de direction, etc. Je suis sûr que David Roy des Ateliers pour la biodiversité va être très content qu'une norme comme ça soit publiée parce que c'est un peu c'est ce qu'il essaye de promouvoir un milieu financier entrepreneurial. Euh, c'est une spécification technique qui va être disponible au niveau des organisations, mais surtout des PME. C'est très utile au niveau des PME. Puis le Québec a participé beaucoup à l'élaboration de cette norme-là. Et ensuite, en lien avec les crédits de biodiversité, il y a une autre spécification technique que l'ISO devrait publier en 2025 qui est en lien avec les Net Biodiversity Gain, donc les gains nets en biodiversité, qui est très sévère. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de regarder du côté de la normalisation internationale. Euh, c'est ce qui est produit avec la participation des experts québécois et qui probablement les gouvernements vont avoir intérêt à regarder, éventuellement à recommander. Mais super, merci beaucoup pour ces très bons résumés là, de ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y aurait des personnes, pardon, qui auraient des questions? Si oui, vous pouvez lever la main ou juste la mettre directement dans le chat. Florian, Diego, là, sont vraiment nos experts sur ces thématiques-là, là, donc n'hésitez pas à en apprendre plus là, grâce à leur expérience, autant sur place et dans leur travail en général. Donc, allez-y, si vous avez des questions, je vous invite fortement à les poser. Sinon, moi, je peux peut-être poser une question en attendant peut-être briser la glace. Vous en avez un peu parlé quand même déjà, mais je suis un peu curieuse. Dans les autres événements de dialogue, on a beaucoup parlé là, des silos, du travail en silo. Donc, un secteur, un domaine ou un palier de gouvernement va faire ses avancées, mais sans vraiment collaborer avec les autres. Là, on parle beaucoup de collaboration justement pour, par exemple, pour les différents fonds, pour la biodiversité, etc. Est-ce que vous voyez quand même un sort d'alliage des différents secteurs pour se mobiliser dans la finance, dans le financement de l'implémentation, par exemple, du cadre mondial, ou est-ce que juste dans la protection de la biodiversité en général, est-ce que vous voyez, c'est ça, encore ce travail en silo au niveau de la finance, ou est-ce que vous pensez qu'on avance dans la bonne direction, qu'on commence à avoir un travail là, plutôt collaboratif qui rejoint différents secteurs? Peut-être tenter un début de réponse et Diego complétera. T'es bien fine, Agathe, comme un expert, mais je pense que c'est Diego qui est l'expert sur les questions de biodiversité. Au mieux, je suis un généraliste, j'aime m'appeler un toutologue. Je connais beaucoup de sujets, mais expert de rien en même temps. Sur la question des silos, des collaborations, je pense qu'on est en train de se rendre compte que effectivement nos schémas de pensée et de collaboration doivent évoluer progressivement. Encore une fois, on adresse par exemple la question nature, biodiversité de façon séparée de la question climatique. Alors que, on le sait, elles sont interreliées, elles s'alimentent des fois l'une de l'autre, etc. Même si les changements climatiques sont, et Diego, tu me contrediras si je dis une bêtise ou tu me corrigeras, là, mais je pense que c'est la troisième cause sous-jacente au niveau de la perte de la biodiversité. On a la pollution, ou les pollutions, pardon, on a les changements d'affectation des sols, etc., qui sont directement reliés à de l'activité humaine, système de production, de consommation, d'aménagement du territoire, etc. Puis l'impact climatique arrive derrière ces premières causes-là. Mais on adresse encore une fois ces questions-là peut-être en silo, ce qui se retranscrit derrière dans des stratégies ou dans des plans d'action que des gouvernements ou des entreprises ou des institutions financières peuvent mettre en œuvre pour les adresser. On adresse les polycrises, mais on ne les considère pas comme une seule et même crise systémique intégrée. Et là, il faut, de ce point de vue-là, qu'on brise ces silos-là. J'ai pas de réponse toute faite ou de baguette magique en disant voici comment est-ce qu'on va faire pour baisser ou abaisser les silos. Ça prend puis pour reprendre le titre Dialogue pour la biodiversité, ça prend des dialogues, ça prend des forums, des plateformes d'engagement, de mobilisation
de différentes parties prenantes qui se côtoient, mais qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se parler, de s'écouter et de travailler ensemble. Donc, certainement, dans la théorie, un peu des petits pas, là, ça peut être des premiers quick wins, des premiers projets, des premières initiatives qui montrent que cette collaboration-là, elle est possible, puis elle amène des impacts, elle porte fruit, il y a des résultats qui sont derrière, des avancées concrètes. On a des initiatives, puis je ne vais pas revenir là sur les questions des indicateurs de biodiversité, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets collaboratifs qui sont en développement, là, qui méritent d'asseoir autour de la table plusieurs joueurs. Mais avant tout, il y a, je pense, une posture à adopter qui est de dire que face à la biodiversité ou à la nature, il y a beaucoup d'humilité à avoir et à disant qu'on ne connaît absolument rien là-dessus dans le secteur financier. On a l'habitude de jongler avec des chiffres, des risques, des rendements ajustés par rapport à l'exposition au risque, etc. Mais la nature, la biodiversité, pas des éléments sur lesquels on est familier là, puis très très loin de là. Donc il faut pouvoir apprendre de la communauté scientifique, académique, de la recherche, des perspectives des communautés locales, des populations autochtones. Puis je pense qu'au Québec, ça c'est extrêmement important, notamment quand on a des projets de développement miniers ou autres qui sont souvent sur des territoires d'intérêt en matière de conservation biologique et qui sont sur des territoires ancestraux aussi de Premières Nations. Donc, il y a un apprentissage qu'on a à faire dans notre industrie par rapport à cela. Puis encore une fois, je pense que l'humilité est de rigueur de ce point de vue-là en disant que c'est peut-être pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a deux réponses à ta question, Agathe. D'abord, il y a une question de langage, puis ensuite, il y a une question d'échelle. Et question de langage, mais le mot biodiversité est apparu à la fin des années 80, au début des années 90, etc. Mais maintenant, on l'a normalisé. À peu près comme l'histoire du mot Internet, qui est apparu juste un peu plus. Non, en même temps, on va dire. On a fini pour la normaliser. Mais l'association finance-biodiversité est apparue à la fin des années 2010. Et maintenant, il y a deux COP où il y a spécifiquement deux journées consacrées à l'action finance et biodiversité. Donc, voilà un premier silo qui commence à tomber. Ensuite, la question de ces silos-là, avec le reste de la société civile, il y a une question d'échelle. Il y a des collaborations locales qui existent au Québec et des collaborations, par exemple, secteur scientifique, ONG, le secteur des investisseurs institutionnels, qui est le placement, fonds d'action, et dans le développement d'indicateurs. Ça, c'est une collaboration locale qu'on a réussi à porter à la COP. Mais il y a d'autres collaborations locales au niveau des communautés autochtones, de protection du territoire, conservation menée par les peuples autochtones, etc., qui est du côté du Québec, qui a été moins visible à la COP. Donc, c'est pas seulement une question de si l'histoire existe ou non, c'est quelle histoire se taille une place à la COP. Puis l'abondance des narrations à la COP qui est juste incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont racontées. Puis parfois, on s'arrache les publics les uns aux autres. Il y a 14 000 personnes, mais quand même, le nombre d'événements il est énorme. Donc, oui, est à souhaiter évidemment que plus de silos tombent, puis que l'histoire des silos qui tombent soit portée à la COP. Je pense qu'on fait quand même un beau chemin d'une COP à l'autre. Je sens que la société civile, puis les chiffres le disent, étaient plus présents maintenant. Et je m'attends à ce qu'elle soit encore plus présente, puis je m'attends à voir une augmentation de la participation société civile et autochtone. Mais cela dit, il y a un silo qui est essentiel à l'intérieur de la COP, et ça c'est un lien avec la structure de la CBD. Il y a les négociations, à proprement dit. Il y a les négociations qui sont à huis clos. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer là. Donc, il y a beaucoup de la société civile qui se mobilise à la COP, qui est là comme témoin, mais comme témoin de quoi? Évidemment, oui, on a des informations de ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a vraiment un mur qui sépare les deux mondes. Et de l'autre côté, il y a toute la présentation des idées, parfois très novatrices, parfois qui viennent de l'angle mort. C'est excellent, ces idées-là doivent être racontées dans ce contexte de décision-là. Mais les deux côtés se parlent peu. Et pour participer du côté vraiment qui sont dans les négociations, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement long,
Ça se passe surtout dans ce qu'on appelle les centres sessionnels, donc c'est les discussions qui se passent entre une COP et l'autre, puis la société civile est beaucoup moins présente. Ça met beaucoup, beaucoup moins. Il y a peut-être un déficit de démocratie et de participation, un manque de témoins de ce qui est discuté dans les centres sessionnels. Donc ça c'est probablement un aspect, un silo à faire tomber, puis un aspect à améliorer. Et pour répondre à la question d'Emilie Lebus, je n'ai pas entendu, je sais que les PVS, depuis 3 ans, appellent à intégrer les dialogues climat et biodiversité. Ça, c'est évident. L'idée de fusionner carrément les deux COP a été évoquée quelques fois. Imaginez, il faudrait faire une COP de 1 mois. Techniquement, ça serait un challenge. Mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui sont allés maintenant à Cali qui vont se retrouver en Azerbaïdjan dans 2 semaines. Donc, c'est un effort géant de fusionner les deux COP. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Je ne sais pas non plus si c'est la voie à privilégier ou pas, mais en tout cas, cette question-là, moi, m'interpelle effectivement parce que nos négociations internationales sont en silo. La biodiversité a sa propre COP, le climat a sa propre COP, la désertification a sa propre COP. Puis, on le sait par la science que tout ça est interrelié, mais on a des cycles et des mécanismes de négociation qui sont différents. La COP sur le climat se tient à chaque année. Biodiversité, c'est des rendez-vous aux 2 ans, etc. Il y a des intercessions, mais c'est les cycles sont déconnectés des uns des autres, alors que les cibles, les objectifs sont les mêmes. 2050, qui est la ligne d'arrivée. Donc, il pourrait, de ce point de vue-là, y avoir quand même une stratégie disant, OK, on a quand même une opportunité d'identifier des objectifs intermédiaires de transition, climat, biodiversité, qui vont avoir un impact positif d'un côté comme de l'autre, et de faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une convergence du cadre mondial pour la biodiversité avec les objectifs de l'accord de Paris sur les questions climatiques. Et, excusez-moi, je suis méconnaissant sur la question de la désertification, donc je n'entrerai pas là-dedans. Mais il y a peut-être une opportunité d'identifier des points de convergence en termes d'objectifs et donc que les négociations, dans une certaine mesure, puissent aboutir à l'atteinte de ces cibles intermédiaires de façon d'avoir des collatérales bénéfiques à la fois sur la question climat et sur la question biodiversité. Peut-être que la COP 30 sur le climat qui se tient l'année prochaine au Brésil est une bonne occasion pour essayer d'avoir cette convergence à un moment donné dans les discussions climat-biodiversité. C'est une opportunité qui se présente à nous, aux Nations Unies après de la saisir, mais c'est peut-être quelque chose que je verrais comme opportunité à court terme. Ouais, je pense que c'est des... Ouais, merci pour ces réponses. C'est super intéressant. Puis c'est des bons points de vue à avoir. Puis à suivre, là, donc, comment ça va se passer l'année prochaine à la COP 30. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Si jamais quelqu'un a une autre question par rapport à la fin de la COP ou quoi que ce soit. Peut-être peut-être une question. À la COP 15, on avait beaucoup parlé de la limite liée à notre visibilité dans les chaînes d'approvisionnement. Puis, tu sais, on a vu dans le cours de l'année, l'Union européenne a passé une directive qui limite l'importation de produits liés à la déforestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté qui faisait l'objet de discussion, cet enjeu de traçabilité, de gestion des impacts dans les chaînes d'approvisionnement à l'international sur des commodités qui sont particulièrement à risque? J'étais témoin d'une discussion dans le contexte de réunion du secteur financier, en fait dans 2 discussions où des représentants des institutions financières européennes euh, ont dit que c'était extrêmement difficile puis que les exigences de la CSRD en matière de traçabilité étaient trop élevées. C'est le seul écho que je... Et c'est vrai que c'est exigeant. J'ai assisté, puis le point que Diego mentionne, je l'ai aussi entendu à quelques reprises. Puis d'ailleurs, on voit côté européen, côté français, une volonté des autorités dans leurs propres termes, de simplifier les exigences et la réglementation européenne en matière environnementale. Puis ça concerne la CSDR, ça concerne la CSDDD.
la directive sur la due diligence aussi, là, dont tu parlais, Simon. Donc, il y a un pas de recul de ce point de vue-là qui s'opère côté européen, qui est en lien justement avec la capacité des organisations, des entreprises à intégrer elles-mêmes les notions d'impact, de dépendance de leur propre chaîne d'approvisionnement, de leur propre chaîne de valeur au niveau de la nature et de la biodiversité. Et ça, c'est la question de la mise à niveau de l'économie réelle et particulièrement des petites entreprises, des PME, qui sont intégrées dans des chaînes d'approvisionnement internationales qui répondent à des grands donneurs d'ordre, etc. C'est un défi là, de développement des capacités. La question, ça va être de la vélocité dont on va être capable de faire preuve pour mettre à niveau nos chaînes d'approvisionnement internationales et nos entreprises sur les questions de biodiversité. Parce que, et moi je l'ai entendu à plusieurs reprises, là, on a dans la bouche une grosse cuillerée qui s'appelle climat. Et puis là, on nous arrive avec une encore plus grosse cuillerée qui s'appelle biodiversité. C'est compliqué là, pour nous. Et là, quand je dis c'est compliqué pour nous, je parle aussi de plus petites entreprises, de PME, etc., où il y a de la pression qui arrive sur leurs épaules parce que, encore une fois, des marchés internationaux, des donneurs d'ordre, des partenaires financiers demandent un certain nombre d'informations, etc., sur la façon dont ils intègrent la question climat et maintenant de façon émergente la question nature, biodiversité. Puis c'est un vrai défi avec la préoccupation aussi que les moyens, les ressources sont assez limités. C'est souvent le dirigeant d'une entreprise qui fait aussi tous ces éléments de conformité, de reporting, d'intégration. Donc, il y en a beaucoup là sur les épaules du tissu économique réel, donc des PME. Et je mets à part les grandes entreprises, et les grandes institutions financières, etc. Puis j'entends souvent, oui, c'est une lourdeur, c'est difficile, etc. Mais passez-moi ces arguments-là, s'il vous plaît, parce que ça correspond à un pouillème, une fraction de votre chiffre d'affaires global pour mettre en place ce qu'il faut de façon à intégrer, à mesurer, à divulguer, à évaluer. C'est un pourcentage, une fraction du chiffre d'affaires des organisations. Juste une précision, Florian, les exigences de la CSRD en matière de biodiversité qui ont été mises en place en Europe pour l'instant jusqu'en 2025, ça s'applique uniquement à des compagnies de plus de 500 employés. Donc, on est en dehors de la zone PME et les objections viennent de ce secteur-là. C'est un secteur avec des énormes Oui. flux financiers qui, en théorie, devraient avoir la capacité de faire un reporting de ce type-là. Donc, pour l'instant, l'opposition vient du secteur auquel la réglementation s'applique. Pour les PME, probablement, ça va être aussi difficile que tu le décris. Il y a quand même un côté européen, un cadre volontaire de divulgation en matière de durabilité qui a été mis en place par les FRAG et qui s'adresse donc là aux PME. Puis tu as tout à fait raison, là, il y a une volonté de progressivité là, dans la mise en œuvre des exigences, des obligations en matière de divulgation. Mais il n'en demeure pas moins que ces grandes entreprises sont souvent des donneurs d'ordre et donc se tournent vers leur chaîne d'approvisionnement, vers leurs fournisseurs de rang 1, 2, 3, etc., là, pour avoir l'information dont ils ont besoin de façon à se conformer à la réglementation. Puis dans ces chaînes d'approvisionnement-là, c'est souvent des entreprises qui, de façon indirecte, sont soumises. J'espère qu'on a répondu à ta question, Simon. Merci. Super. Est-ce qu'il y avait une dernière petite question? Sinon, je ne sais pas si Diego ou Florian voulaient faire un petit mot de la fin, une sorte de recap ou à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours ou dernière, je sais pas, perspective ou autre que vous voulez partager. Mon souhait est très court, continuité ou même croissance de la participation de la société civile, mais aussi faire tomber les silos à l'intérieur de COP pour que la société civile puisse participer pas uniquement comme vitrine, mais aussi comme témoin, comme observateur des négociations techniques. Et je pense que ça va bien, mais je pense que le Québec a vraiment bien joué sa carte à cette COP. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé en fait dans cette COP-là, c'est-à-dire la transformation des schémas de pensée autour des causes sous-jacentes
Je pense que on doit être à même de prendre ces conversations-là qui ont lieu à l'international et de les ramener chez nous, ici au Québec, d'avoir ces conversations-là. Puis, on organise à chaque année là, dans notre organe, chez Finance Montréal, le sommet de la finance durable. Puis, la prochaine édition est les 13, 14 et 15 mai prochains. Et moi, ça m'a aidé à déterminer le thème principal de cette prochaine édition que je vous donne en primeur. Ça va être la finance face aux limites planétaires. Et on va vouloir pousser justement le dialogue sur les causes de ces limites planétaires-là, sur l'impact que ça a au niveau des systèmes économiques, des systèmes financiers, puis la façon dont on doit s'adapter et répondre aux limites planétaires. Donc, moi, ça m'a aidé personnellement déjà dans ma compréhension des enjeux et de voir de quelle façon on peut certainement ramener chez nous aussi le débat. Super, merveilleux. Ben écoutez, merci beaucoup là, à vous deux, Diego et Florian, pour avoir participé, pour nous avoir, pardon, pour nous avoir partagé là, toute votre expérience, vos connaissances, vos impressions aussi de la COB. Je pense que je parle pour tout le monde en disant que ça a été super apprécié, super intéressant aussi là, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre sur place à Cali. Donc, j'espère que tout le monde a apprécié cette discussion. Si jamais vous allez vouloir réécouter ce débriefage, il va être disponible en ligne là, bientôt sur la chaîne YouTube du Projet de la réalité climatique Canada. Puis, on a aussi là, un dernier panel aujourd'hui donc, qui porte sur justement, comme on a mentionné, là, les causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité. Donc, aujourd'hui à 15h hors de Montréal. Si jamais vous voulez encore participer, vous pouvez aller trouver là, ce que j'ai partagé dans le clavardage, donc soit le site web, la page LinkedIn et la page Facebook de Dialogue pour plus d'informations à ce niveau-là. Puis assurez-vous là, justement de suivre nos réseaux. Mais vraiment, encore une fois, là, merci beaucoup, Diego, Florian et aux personnes qui ont participé là, à ce débriefage. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Merci à toutes et à tous.